Bon, bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord remercier Sotis pour cette invitation, pour l'opportunité de parler et partager un petit peu avec vous les projets opéra, des projets opéra. Donc Sotis fait partie, comme nom d'une plus grande enthousiaste de nos partenaires aussi. Et plus notamment aborder notre étude économique, les aspects économiques qui portent sur l'accès à la charge virale à travers de cette plateforme innovante, que c'est une plateforme ouverte pour la mesure de la charge virale. Donc, j'ai le plaisir aussi de partager cette étude avec le professeur Couriat, qui est le chef économiste ici présent. Bon, quelques mots sur les projets opéra, parce qu'on n'a pas trop le temps. L'objet du projet, c'est d'abord faire accéder aux personnes vivant avec le VIH et SIDA à la mesure de la charge virale dans les pays à ressources limitées, de façon à promouvoir une charge virale qui soit plus adaptée aux besoins locaux, aux installations et aux formations des techniciens dans les pays cibles. Pour ce faire, le projet il a pour but de concevoir et mettre en place ces plateformes ouvertes et polyvalentes parce qu'elles ne sont pas censées à mesurer que les VIH et faciles à utiliser et permettant aussi un fort abaissement des coûts parce qu'on essaye de promouvoir la réduction des prix, la compétition, l'ouverture des fournisseurs, l'ouverture du marché. Dommage que le docteur Velasquez ne sera pas là parce que le VIH est aussi une affaire d'économisme, mais nous sommes des gentils économistes parce que institutionnels. Et notre objectif, c'est vraiment baisser les coûts et promouvoir cet accès majeur à la charge virale. Les pays cibles, parce que les projets il étaient conçus comme de façon à promouvoir à la visibilité, à la faisabilité de ces projets. On a décidé alors de choisir 4 pays, le Burundi, la Guinée, le Cameroun et la Côte d'Ivoire comme preuve du concept. L'idée, c'est dans les futures étapes du projet, promouvoir aussi l'accès, faciliter l'information à l'accès au plus grand nombre de pays. La mise en œuvre de ces projets est faite par un consortium français, donc FEI, ANRS, Esther, Sudaction et Sotis. La durée de la phase 1 portera sur 16 mois. Elle a démarré en mars 2013, elle va s'achever en juin 2014. Et le financement, c'est un cofinancement du Unitaid à 2,4 millions d'euros et 400 000 euros cofinancés par des partenaires. Les demandes de financement pour la phase 2, elle était calculée à 6,3 millions d'euros. Bon, l'objectif de l'étude économique, il se porte sur 3 voies. Tout d'abord, l'analyse du marché de la charge virale. C'est un marché encore très peu documenté, comme je vais parler tout à l'heure. Et cette analyse se porte sur l'offre et sur la demande. Donc, l'offre, c'est-à-dire l'identification des différents composants et segments du marché, un marché encore peu connu. L'identification du potentiel fournisseur par segment du marché. Et par segment du marché, j'ai dit équipement et réactif pour la mesure de la charge virale. Il y a aussi une question très très importante, l'identification des barrières à rentrer, notamment en ce qui concerne la certification de la chaîne, la régulation et la logistique. En ce qui concerne la demande, c'est-à-dire les pays, donc on va implanter cette charge virale, l'évaluation des besoins locaux, tout d'abord pays par pays, mais aussi plus globalement dans une deuxième étape. Et aussi les conditions de pérennité à l'accès à ces plateformes ouvertes et polyvalentes. Nous vigisons aussi à faire une projection de la demande au niveau géographique, tout d'abord, inclusion des pays de marché cible primaire et une projection à long terme en élargissant pour une vingtaine, 25 de pays. Il y a aussi dans cette étude un focus tout particulier qui porte sur la propriété intellectuelle. D'abord, l'état de l'art par exemple technologiques concernées pour les étapes de la plateforme et les stratégies de protection intellectuelle. Bon, tout d'abord, pour mieux comprendre où se trouvent les marchés de diagnostic moléculaire, où se trouve la mesure de la charge virale, il faut d'abord comprendre où se trouvent ces marchés. Donc, tout d'abord, il se trouve dans un grand marché très diversifié des dispositifs médicaux. Il est calculé à peu près à 160 milliards de dollars. C'est un marché très diversifié parce que, tout d'abord, il est complémentaire au marché pharmaceutique et au marché immunologique. Il comprend à peu près 10 000 catégories de produits, incluant les instruments, les appareils, les logiciels, mais aussi les réactifs et les logiciels.
Ensuite, une filière des marchés des dispositifs médicaux concerne les marchés du diagnostic in vitro, c'est-à-dire tout le diagnostic qui ne sont utilisés pas à l'intérieur d'organismes des patients, mais à l'extérieur. Donc, ce marché est calculé à peu près à 40 milliards de dollars. Et finalement, le tout petit marché de diagnostic moléculaire, qui est environ de 5 milliards de dollars. Et à l'intérieur de ces marchés, là oui, les suivis thérapeutiques et plus notamment cette mesure de la charge virale. Donc, c'est un marché encore petit, peu documenté, peu connu au niveau de la routine, parce qu'il est plutôt utilisé pour la recherche, très concentré parce que très intensif en technologie. Et c'est qu'on va voir tout de suite. Et comment il a évolué ce marché du diagnostic moléculaire? C'est un marché assez jeune. Il a débuté dans les années 90. Les premiers brevets concernant les étapes de la charge virale ont été déposés fin des années 80, début des années 91. Par exemple, pour l'extraction d'acide nucléaire, c'était Bohm et Gillespie qui ont tout d'abord lancé l'extraction d'acide nucléique par des particules couvertes par les silicats. Bon, c'est un peu technique, mais c'est les premiers brevets qui portaient sur l'extraction des acides nucléiques. En ce qui concerne l'amplification, et plus notamment celle qui nous concerne, la PCR en temps réel, c'était Higuchi qui a lancé cette technologie en début 80, des années 80. Bon, c'est marché notamment orienté vers les pays du Nord. Les États-Unis, ils comprennent 30% de ces marchés. Donc, c'est un indicateur très important pour qu'on comprenne bien l'évolution et l'organisation. Et tout d'abord, les années 90, la demande elle était plutôt orientée sur les hôpitaux centraux pour faire le contrôle du sang et la recherche. Donc, du côté des investisseurs, ces marchés n'étaient pas trop intéressants. Ils étaient plutôt vus comme des cash cows. Je comprends que c'était de lait à vache, c'est-à-dire que c'était un marché qui portait une quantité fixe. Il n'avait pas au début une prévision de croissance assez importante parce qu'elle était destinée plutôt au contrôle du sang des hôpitaux centraux. Tout cela a changé mi-les années 90 parce qu'il y avait un brusque changement de profil de consommation, notamment aux États-Unis, mené par la réforme du système de santé pendant les gouvernements de Clinton, l'acte de Clinton de 93, qui, afin de promouvoir une baisse des coûts des transactions, parce que l'achat de ces plateformes était fait individuellement par ces hôpitaux, il a consolidé cette demande, c'est-à-dire il a fait des groupes d'achat, et ce qui a complètement bouleversé ces marchés, parce que tous les coûts de transactions et pourtant la façon d'organiser l'offre a été changée. Donc, ça a aussi impliqué une consolidation de l'offre, une forte intensification de fusion et acquisition, et ce modèle d'organisation, il persiste juste aujourd'hui. Pardon? Donc, ce qu'on peut voir en ce qui concerne la consolidation du marché IVD, à la moitié des années 80, 85, moi je me trouble complètement avec les diapos. L'organisation du marché, il est porté sur 5 firmes concurrentes qui étaient portées sur les spécialités. Et là, on voit qu'au début des années 2000, avec un énorme effort des compagnies à faire les fusions et acquisitions et à promouvoir une compétence plus ample dans les marchés, on voit que ce modèle, il continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, à présent, pour les marchés IVD, 8 compagnies détiennent 90% des marchés. Ça se représente aussi dans les marchés des diagnostics moléculaires où se trouvent les plateformes de charge virale. Donc, 6 compagnies détiennent plus de la moitié de ces marchés. Bon, ces plateformes, elles sont constituées de 2 étapes, l'étape d'extraction et d'amplification. Ils sont formés pour 4 composants. D'abord les réactifs, c'est-à-dire les kits d'extraction et les kits d'amplification, les consommables, les équipements et finalement les logiciels qui sont attachés à chaque équipement. Bon, comment sont disponibilisées ces plateformes dans les marchés, ces plateformes fermées? Bon, tout d'abord au niveau d'équipements fermés et qui sont donc on peut observer un certain nombre de verrouillages de ces équipements. Au niveau des réactifs, des consommables, de machines, mais aussi des logiciels. Et finalement, une concentration, une autre disponibilité du produit qui est à travers de la fermeture, du verrouillage de toute cette chaîne à travers des plateformes intégrées.
Donc, brièvement, je vais parler de ces modèles d'affaires. C'était vraiment un modèle rasoir, lame de rasoir, c'est-à-dire ces plateformes fermées, parfois ne sont pas vendues, sont des leasings, mais nous sommes obligés à utiliser les réactifs, les consommables et spécifiques pour chaque machine pour fermer ces marchés, pour fidéliser la clientèle. Donc, ces systèmes sont disponibilisés en forme de boîtes noires où les trouve l'équipement, les réactifs, de façon à promouvoir deux fournisseurs exclusifs. Donc, les premiers verrouillages en ce qui concerne l'équipement portent sur la certification de la chaîne automatisée, la disponibilisation à travers des cabinets intégrés, comme je viens de dire, mais aussi les layouts exclusifs de ces machines. Un deuxième point de verrouillage, c'est la disponibilité à travers des cartouches associées pour les réactifs, par exemple, les layouts exclusifs des cartouches, des pipettes, des consommables, mais aussi très important, ces protocoles de logiciels qui sont exclusifs pour chaque machine. Finalement, en ce qui concerne l'approvisionnement de ces équipements, il y a des forts contrats d'exclusivité, des fortes limitations géographiques et des difficultés de rentrer dans les réseaux de distribution exclusive dans certains pays. Bon, quelques résultats de notre étude Opéra, très brièvement. Donc, on a observé que, il y a 5 fournisseurs leaders pour les plateformes fermées de la charge virale. Les plateformes actuelles qui sont ouvertes, il y avait un nombre limité de fournisseurs d'extracteurs, de thermocycleurs et de réactifs. Et d'après notre étude, nous avons identifié un certain nombre, un nombre considérable de fournisseurs marqués CIVD, c'est une qualité, c'est une certification de qualité internationale, pour les extracteurs et réactifs, un nombre assez considérable, mais aussi pour les thermocycleurs et réactifs d'amplification. Donc, pour que vous ayez une idée de la structure de l'offre, on voit qu'il y a des potentiels fournisseurs dans chaque segment, dans chaque filière, mais aussi une intention des compagnies leaders à amplifier, à absorber toutes les compétences dans tous les domaines, c'est-à-dire l'extraction, l'amplification, mais aussi les réactifs, de façon à être les fournisseurs exclusifs. Donc, pour terminer, quelques enjeux et défis, qui sont les résultats aussi des enquêtes que nous avons posées auprès des représentants du pays. Pour la demande, et renforcement de la régulation sanitaire au niveau national pour les plateformes moléculaires, assurer l'approvisionnement de réactifs qui constitue encore un problème dans les pays, la sensibilisation des prescripteurs sur la CV, pas simplement au niveau technicien de labo, la formation de ces techniciens, l'adaptation et renouvellement de ces sites, la collecte d'échantillons et l'inclusion de l'ACV, très important, dans les projets soumis auprès des bailleurs internationaux. En ce qui concerne l'offre, un grand défi concerne encore la certification internationale, pas simplement de la chaîne, mais aussi de chaque équipement, la logistique, la compatibilité de plusieurs composants de cette plateforme ouverte et la promotion de la visibilité de ces marchés auprès des fournisseurs. Des conclusions très rapidement. Du côté de l'offre, il y a un grand nombre de sous-licences et licences croisées parce que la propriété intellectuelle touche énormément l'innovation de ces fournisseurs. Il y a une forte limitation géographique dans ces accords entre ces fournisseurs et aussi des licenciements de brevets. Les passages du statut de recherche vers celui de CIVD, ce qui est d'ailleurs une demande d'unité de notre bailleur. Des côtés de la demande, les brevets principaux, heureusement, n'ont pas été déposés dans les 4 pays cibles parce que ça vaut pas la peine, c'est très coûteux, un processus de brevets et très demandeur en ressources humaines. Il y a une forte demande actuelle et virtuelle, mais aussi un problème de recouvrement des coûts dans certains pays pour la pérennité du projet. En ce qui concerne l'organisation et la dynamique des marchés, il y a une forte tendance à la concentration de cette offre, de plus en plus, parce que à cause de cette concentration, l'intensivité technologique, les instruments, on observe une offre équivalente entre les fournisseurs d'extraction et amplification. Par contre, plusieurs machines ouvertes restent encore dans les statuts de recherche. Pour les marchés de réactifs, par contre, on a observé qu'il y a une ouverture plus grande que celle des instruments, surtout pour celles d'extraction. Il existe néanmoins une place pour les petites et moyennes entreprises, mais va demander un grand investissement dans la recherche et le développement dans ces domaines forts et spécifiques, et aussi un durcissement de la propriété intellectuelle pour les nouvelles technologiques. Finalement, en ce qui concerne les brevets et les droits de propriété intellectuelle, on a observé que les principaux brevets sont déjà tombés dans les domaines publics,
mais pourtant, la propriété s'oriente vers des technologies plus pointues. Donc, pour l'extraction, par exemple, on voit les billes magnétiques, les réactifs et les kits. Et pour l'amplification, cette migration technologique de la PCR en temps réel pour la PCR fast, la PCR digitale et aussi des nouveaux layouts des machines, des sons et des kits. Je tiens à remercier énormément Benjamin Coriat qui a participé de cette étude avec moi, participe toujours, à Christine Rouziou et Eric Nerieni, notre équipe de virologistes, mais aussi à tous les membres de Consortium Opéra et les partenaires locaux sans lesquels notre étude ne serait pas possible. Merci de votre attention.